Bonjour à toutes. Alors, on imagine une France avec à peine 3 degrés de plus. Ce sont des nuits tropicales par dizaines chaque année, même au nord de la France, des vagues de chaleur plus nombreuses, plus longues, plus précoces, comme en ce moment. C'est pas pour demain, mais presque. Ce sont les projections pour 2050. Une réalité très vite insupportable quand on vit en ville, a fortiori dans des grands ensembles qui abritent de surcroît des populations plus vulnérables qu'ailleurs. Le changement climatique sera particulièrement difficile à vivre pour les plus pauvres, alors que ce sont eux qui produisent le moins de CO2. Alors comment agir contre cette inégalité sociale majeure ? Comment s'adapter au plus vite? On va essayer de répondre à ces questions avec nos invités. Et d'abord avec vous, Florence Allot, vous êtes donc la directrice du Haut Conseil pour le climat. Vous allez nous dire en quelques mots quelle est votre mission. Je pense que le micro est ouvert, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dresser un tableau de ce qui nous attend, plus particulièrement les zones urbaines denses, puisque c'est ça qui nous intéresse, et puis avec cette question, en quoi l'adaptation au changement climatique, elle est un enjeu éminemment social? Bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation à cette table ronde. Donc j'interviens aujourd'hui pour le Haut Conseil pour le climat, qui est un organisme indépendant d'évaluation de l'action climatique de la France. Donc juste pour dire dans quel cadre je parle, on évalue l'action publique en matière de respect de trajectoire de baisse des émissions, en matière d'atteinte de la neutralité carbone en 2050, mais aussi en matière d'adaptation et de jugement de l'action pour limiter les impacts socio-économiques. Donc effectivement, le HCC, il recommande des actions, mais il fait aussi un bilan de l'état de la situation que je peux déjà effectivement vous relater pour répondre à cette mise en contexte. Donc ce que l'on sait du réchauffement, en tout cas en France, et pour l'année 2024, c'est qu'on a clairement une intensification du changement climatique, une aggravation de ses conséquences. Et dans le monde, on a vraiment des records de température de surface planétaire qui sont avérés pour 2024 et qui se reflètent particulièrement en France, en métropole et dans les Outre-mer, qui est très exposée au changement climatique et qui, par ailleurs, les projections climatiques régionales, elles montrent que le niveau de réchauffement moyen pour la France métropolitaine, il est significativement supérieur au niveau de réchauffement moyen à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que quand le globe se réchauffe, la France, elle se réchauffe quasiment de 1 degré supplémentaire. Donc on a des limites de niveau de réchauffement qui sont fixées à 1,5, plus 2, plus 3. Ça se traduira en France respectivement par des niveaux de réchauffement de plus 2, plus 2,7, plus 4 degrés. Et on a une trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique qui a été conçue par le gouvernement pour justement cette cible. Mais elle a été conçue pour cette cible, mais on va s'apercevoir qu'en fait, elle n'est pas vivable, cette cible, et qu'il faut absolument tout faire pour ne pas l'atteindre. Et en termes de vagues de chaleur, puisque c'est ce qu'on va... Effectivement, c'est un des enjeux très préoccupants pour les quartiers très urbanisés, j'y reviendrai rapidement, au cours des 10 dernières années, 2015-2024, on a déjà un nombre de jours de vagues de chaleur en métropole qui a été multiplié par 6. Donc c'est un réchauffement qui est déjà tangible. On a une variabilité dans les années 22, 2022 qui ont été chaudes et sèches, 2023 chaudes mais avec des précipitations assez importantes, 2024 chaudes et humides. Et ça traduit la variabilité du climat telle qu'on va la vivre dans les années à venir. Donc en termes de vagues de chaleur, peut-être juste pour souligner ce qui nous attend, par rapport à une période de référence donc, qui est élaborée, suivie par Météo France 1976-2005, le nombre de vagues de chaleur, il sera multiplié par 3 à l'horizon 2030 avec un réchauffement de 2 degrés en métropole. Et aujourd'hui, on est globalement à 1,5. On sera effectivement à une multiplication du nombre de jours de vagues de chaleur par 5 à l'horizon 2050 pour un réchauffement de 2,7 degrés et par 10 à l'horizon 2100 pour un réchauffement de 4 degrés. Donc ça, ce sont les scénarios qui sont travaillés dans la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Et à plus 4 degrés de réchauffement en moyenne en France métropolitaine, on a des vagues de chaleur qui seront plus intenses, qui seront plus longues, qui seront plus précoces et qui seront extrêmement difficiles à vivre. Donc, est-ce qu'on sait si quels quartiers seront particulièrement soumis à ces vagues de chaleur de par leur habitat? Il y a des études qui sont faites, assez récentes. Alors là, pour le coup, je cite d'autres travaux, notamment par l'INSEE, qui a publié en novembre 2024 une analyse des îlots de chaleur urbains.
pour voir un peu qu'est-ce qui se passe en fait dans les villes. Bon, il est clairement avéré que les quartiers, les lieux très urbanisés sont particulièrement, ont des niveaux de réchauffement ou en tout cas de chaleur reflétée qui sont largement supérieurs. Or, on sait que dans ces quartiers, on a des individus, des personnes qui habitent, qui sont potentiellement plus précaires, qui vivent dans des logements plus petits, qui n'ont pas forcément les moyens de s'équiper de systèmes de refroidissement, même temporaires. Et donc ces personnes-là, elles vont être plus exposées. Vivant en zone urbaine, ces personnes, donc elles vont être plus exposées aux vagues de chaleur, et de fait qu'elles soient parfois touchées par la pauvreté et que ça vienne se cumuler avec d'autres facteurs de vulnérabilité tels que l'âge, alors l'âge soit personnes âgées, soit les enfants, ça vient encore augmenter la vulnérabilité des personnes qui vivent dans ces quartiers. On a donc voilà certains ménages qui vont cumuler plusieurs vulnérabilités en lien avec l'âge, avec le niveau de revenu et qui vont être exposés à des températures plus élevées que les autres ménages. Et peut-être juste sur ces îlots de chaleur urbains, qui sont des lieux en fait, qui se caractérisent par des températures plus élevées de l'air que dans les zones rurales environnantes. On peut en avoir alors, ce sont des phénomènes qui s'observent en particulier la nuit, et c'est là que les personnes ne récupèrent pas, donc il y a un enjeu de santé forcément. Mais on a au sein même des villes ces phénomènes qui affectent différemment les quartiers selon la densité et selon la qualité des bâtiments, mais aussi selon la végétation et selon le niveau d'activité humaine. Et on va, donc là pour le coup je parle des travaux de l'INSEE, mais qui a fait des cartes intéressantes qui montrent qu'à Paris, à Bordeaux, à Lille, à Nantes, finalement les ménages qui sont le plus exposés sont à la fois les plus aisés et les plus modestes. Parce qu'en fait, à Paris, on a des quartiers où des personnes aux revenus élevés vivent, mais qui ont ces facteurs de densité et puis d'habitat haussmannien, en plus qu'on ne peut pas rénover parce que patrimonialement, ce n'est pas autorisé, mais qui se retrouvent très, très exposés. En revanche, ces personnes, la différence, c'est qu'elles ont les moyens de quitter ces logements pour des résidences secondaires, et généralement, elles ont accès à des zones végétalisées plus facilement. Et peut-être, donc de façon générale, alors l'autre exemple, c'est Lyon, Marseille, Lille, Nantes, qui sont des villes où, là, pour le coup, alors Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Strasbourg aussi, plutôt, je me trompe, je reprenais la ligne du dessus, sont plutôt effectivement un endroit où là, vraiment, ce sont que les ménages modestes qui sont les plus exposés au phénomène d'îlots de chaleur, parce que globalement, les quartiers où les personnes qui ont les revenus les plus aisés vivent sont des quartiers quand même plus en périphérie et verts. Merci. Donc, voilà, ouais, j'ai quelques chiffres après sur voilà, ce que disent les habitants des quartiers dits prioritaires, mais c'est une étude qui a peut-être déjà été évoquée. Ah oui, sur le ressenti de la chaleur. Sur le ressenti, oui. Où en fait 70% des habitants des quartiers dits prioritaires affirmaient en 2022 avoir souffert de températures trop élevées dans leur logement, là où en fait 56% de l'ensemble de la population affirmait la même chose. Donc voilà. On a cette priorité clairement aussi ressentie en fait. Voilà, clairement on touche du doigt effectivement cet enjeu social, sanitaire du réchauffement climatique. Nathalie Jean-Paul-Bertrand, il se trouve que la métropole de Strasbourg, elle, a anticipé un peu cette prise de conscience, que ça fait déjà plusieurs années que vous vous êtes lancé dans cette adaptation au changement climatique, et à l'échelle de toute la métropole, c'est-à-dire les quartiers ont fait partie d'une réflexion globale sur le sujet. Oui, complètement. On est sur une approche globale et je reprends ce que disait ce matin Nathalie Appéré, c'est-à-dire que les politiques, elles ne marchent que si elles sont vraiment des politiques intégrées à l'échelle métropolitaine. Et donc on a un plan climat air énergie du territoire depuis les années 2010 et la volonté véritablement de l'exécutif actuel, c'était à partir de 2020 de réaffirmer la lutte contre le dérèglement climatique et la gestion de l'eau comme une priorité absolue. Et on a à la fois ce pilier environnemental et ce pilier social très fort de résilience sur les deux aspects. Et il y a eu le confinement peut-être qui a été un accélérateur dans la prise de conscience et notamment pour avoir une action, on le verra, un peu plus offensive, vraiment dans les quartiers populaires où ce ressenti est très fort, où on sent vraiment cette double peine de lutte, d'injonction vraiment à la lutte contre les inégalités à la fois sociales mais aussi environnementales. C'est clair que le Covid, la qualité des espaces, la qualité de l'habitat intérieur, se dire on s'engage dans une rénovation urbaine mais sans se poser la question de l'habitabilité, d'avoir des logements traversants, d'avoir des logements où on peut faire du courant d'air, où on est, nous, dans une région, évidemment, en climat continental, on se dit l'habitat, il est plutôt adapté au confort d'hiver, peu au confort d'été. Et donc, ça a été aussi une volonté d'acculturer. Il y a eu la création d'une agence du climat pour accompagner les différents maîtres d'ouvrage sur ce confort d'été, sur la création de terrasses, une pièce en plus. On va prendre le temps tout à l'heure, justement, oui, d'entrer dans le détail de ce qui... Et puis, dans le ressenti, et je pense en termes de choc, il y a le choc de 2022, vous l'avez dit, avec chez nous des pics à 40 degrés.
Il y a le choc de 2023, plus de 32 jours de canicule et 32 jours de pluie continuelle. Et donc ça rend de façon très très concrète l'injonction à la lutte contre le dérèglement climatique. Merci Sana Saïtouli pour Banlieue Climat. C'est une toute jeune association que vous avez cofondée en 2022. Est-ce qu'on peut dire que le point de départ, c'était un sentiment d'injustice, que les quartiers soient laissés à l'écart finalement de cette question climatique, et puis la volonté, au-delà, de porter une écologie populaire à l'échelle des quartiers défavorisés ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'association Banlieue Climat, ça fait 2 ans qu'elle existe, mais on va dire qu'enfin on nous écoute. Pour ma part et les 2 autres cofondateurs, et puis après nous avons Ferris, engagé depuis 25 ans sur les questions de justice sociale et environnementale. Ça fait plus de 20 ans qu'on agit sur le terrain. Personnellement, j'ai grandi dans un quartier populaire, donc moi je ne vais pas parler de ressenti, mais je vais parler de nos vies, de nos voix, de notre vécu, de l'histoire de nos parents qui vivent encore dans ces quartiers, de nos enfants et des gens qui sont actuellement dans tous ces quartiers. D'ailleurs, beaucoup de membres de Banlieue Climat sont là pour pouvoir témoigner, d'ailleurs des jeunes de Strasbourg. Et effectivement, nous, quand on a cofondé l'association, ça a été la réunion justement d'un constat d'accélération liée au réchauffement climatique et surtout un manque des politiques publiques de manière générale, en se disant l'indignation à travers la question des politiques, de l'engagement autre. On sentait que ça ne passait pas et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'enfin on nous écoute. Il y avait un ras-le-bol de voir toujours les mêmes personnes porter nos voix, parler de nos problématiques, de parler de nos ressentis, d'essayer d'aller vers et de ne pas aller au réel et de ne pas avoir forcément des solutions parce qu'on n'a pas écouté les premiers concernés. Et donc du coup, le fait de poser ce cadre et cette association à échelle nationale a été de confronter 2 générations avec Ferris Barkat et d'embarquer une nouvelle génération, mais aussi de reprendre la dignité et l'histoire de nos parents, de dire que les premiers écologistes, ce sont nos parents. Je vois Mohamed Niabali ici qui le porte souvent ce message, et effectivement, les premiers concernés, les premiers écologistes, ce sont nos parents dans les quartiers, les éco-gestes, l'éco-anxiété, la sobriété. Ça, nous, on l'a vécu de point fait depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, notre combat avec l'association, c'était de se dire comment on peut faire comme ce que vous êtes en train de faire, apporter de la recherche, de la science, des chiffres. Comment nous, en tant que gens de quartier populaire, on peut être en mesure de porter des données justement pour embarquer les gens en leur disant on ne va pas venir juste pour vous apprendre à trier des déchets ou vous parler de chaleur, histoire de... Non, l'idée, c'était de se dire comment nous, on se réapproprie aussi une expertise qui nous concerne, et parce qu'on n'est pas plus nul que les autres et qu'on est clairement en mesure de faire. Donc pour cela, on a créé une formation reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc on a beaucoup collaboré avec les scientifiques du GIEC, avec des chercheurs, avec les acteurs de terrain. On l'a adaptée pour qu'elle puisse être vulgarisée. Donc elle a été vulgarisée par toute une génération, et je les salue parce qu'il y en a beaucoup dans la salle ici, et qui ont permis justement de l'expérimenter dans certains territoires, de quartiers dits difficile, et qui a fonctionné. Aujourd'hui, le succès de cette formation, c'est de pouvoir justement embarquer. Elle parle à toute une génération, et aujourd'hui, on est en train de la déployer auprès d'un public plus large, auprès des parents, parce qu'on n'expérimente jamais sur les parents, parce qu'on respecte nos parents. Et là, du coup, on forme les mamans et les papas justement pour avoir leur expertise et nous aider justement à compléter et accompagner justement nos publics sur nos sujets. On sait que vous êtes en train de devenir effectivement un interlocuteur central sur ces questions. On rentrera un petit peu dans le détail tout à l'heure de ce que vous faites remonter de la parole de ces habitants. Florence Allot, donc, vous êtes là au titre du Haut Conseil pour le climat, mais vous aviez aussi fait un rapport pour l'IGAS sur les enjeux sociaux du changement climatique, avec un comparatif européen. C'est peut-être l'occasion de dire si la France est en retard, en avance par rapport à nos voisins. Mais quels enseignements vous pouvez nous partager de ce rapport sur les enjeux sociaux du changement climatique? Alors, pour ne pas perdre tout le monde, donc, je m'exprime là pour le Haut Conseil pour le climat, que j'ai rejoint en janvier. Mais l'année dernière, donc moi je suis membre du corps des inspecteurs des affaires sociales. Donc la question sociale, voilà, je l'ai pratiquée j'ai eu l'occasion en tout cas de la pratiquer, et notamment au travers de ce rapport donc, qui a été publié l'année dernière et qui avait pour nom les enjeux sociaux du changement climatique. C'était un peu le premier ouvrage qu'on a publié à ce niveau-là en tout cas. Et l'idée, c'était vraiment de sensibiliser
notamment la sphère étatique, le gouvernement et les ministres en place sur ces enjeux sociaux. Et l'idée, c'était d'avoir une approche internationale, on ne s'est pas limité à l'Europe, on a essayé de voir plus loin, pour déterminer une feuille de route nationale, partant de la vision des ministères sociaux, sachant qu'en fait, un des constats, quand nous, on a commencé à travailler, donc on était deux sur le sujet, ma collègue Herpléding-Parlier, que je cite, on s'est posé la question du point de vue des ministères sociaux, on s'est rendu compte, mais finalement, la question sociale dans la transition écologique, mais où est-ce qu'elle est ? Qui s'en occupe? Mais finalement, qui s'en occupe? Nos collègues des ministères chargés de l'environnement. Les ministères chargés de l'environnement, ils connaissent finalement pas si bien les publics, les populations, les autres dispositifs à l'œuvre. Et ça, c'est un constat qu'on a été regarder comment font les autres pays, que ce soit en Europe ou à l'international, pour intégrer les politiques de transition écologique et d'adaptation et les politiques sociales. Et alors on est reparti finalement un peu sur l'historique aussi, et on s'aperçoit que la notion de transition juste, la notion de transition, elle a d'abord commencé par être abordée de manière technique par des enjeux de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est une vision qui est quand même assez technique, et quand on se pose la question de comment on va diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on pense technique, on pense voiture, on pense logement, on pense bâtiment, mais on n'intègre pas forcément la dimension sociale au sens qui utilise ces voitures, qui vit dans ces bâtiments, qui va être capable de s'acheter, d'avoir accès aux nouvelles technologies, aux nouveaux dispositifs. Cette question-là, elle a été finalement assez mal pensée et globalement partout. Et c'est finalement une intégration qui émerge progressivement, nous c'est dans les constats qu'on a fait, qui émerge progressivement, globalement en Europe avec ces pays du Nord qui sont toujours assez modèles en la matière, que ce soit la Suède, le Danemark, la Finlande, voilà, ils sont quand même assez en avance, notamment en matière de protection sociale, mais ils ont commencé à penser des choses. On a aussi l'Espagne, donc nous on a été voir en Espagne ce qui était fait avec la création, mais assez récente, d'un institut de la transition juste, où l'idée est vraiment de concevoir des politique environnementale en y intégrant la question sociale. L'Espagne et l'Irlande sont globalement de bons élèves, certains pays plus à l'Est, et ça c'était un constat assez intéressant, et donc une des recommandations qu'on a faites dans ce rapport, c'était de travailler à intégrer ces questions environnementales et sociales. Autour de ça, il y a l'enjeu, mais on y reviendra peut-être plus tard, de la participation des personnes particulièrement concernées à l'élaboration de ces politiques. À un moment, bien penser des politiques pour qu'elles soient accessibles à tous et ne pas finalement aggraver des inégalités qui sont déjà existantes, ça implique d'embarquer les gens qui sont concernés, et notamment pour les quartiers, les personnes qui y vivent. Alors, je peux continuer sur les normes, mais je ne sais pas si c'est maintenant. Non, on va d'abord faire rebondir justement Sanaa Saïtouli à cette nécessité d'une participation citoyenne pour construire une politique écologique et sociale. Elle est dans les rapports. Dans la réalité, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que la parole des habitants dit en termes de besoins, alors j'ai envie de dire dans l'habitat, dans l'appartement, puis en termes de verdissement, peut-être un ou deux exemples très concrets finalement. Alors la méthode qu'on prend nous dans le cadre du déploiement de la formation, donc il y a une partie théorique et puis il y a une partie terrain. Donc demander justement aux acteurs locaux, aux jeunes qui nous accueillent, d'aller faire un tour, de comprendre leur histoire, leur quartier, l'héritage aussi de ce quartier, ce qui est très important, afin justement de mieux comprendre et l'appréhension qu'ils peuvent avoir au quotidien. Et il y a des choses comme ça qui sont ressorties, qui nous paraissaient tellement... on n'y pense pas. C'est-à-dire dans la reconstruction des nouveaux logements, les fameux, c'est à la mode, ces fameuses cuisines ouvertes. Les cuisines ouvertes pour des jeunes couples et tout, c'est super. Mais quand on a une famille nombreuse, 5-6 enfants, avec justement des plats traditionnels qu'on aime manger chez nous, etc., et puis les odeurs qui tournent dans toute la maison, ça c'est la préoccupation des gens, c'est la réalité, où les gens finalement ils se disent c'est une problématique qui est révélée et qui revient au quotidien. Parce que comme d'autres problématiques qui se révèlent, c'était pas pris en compte et ça a été pensé d'une façon très particulière et sans concertation. Or que s'il y avait une concertation en amont sur justement comment l'aménagement des nouveaux logements ou autres, peut-être qu'on aurait pris en compte ces petites recommandations qui aujourd'hui sont des grandes difficultés pour beaucoup de familles et qui demandent justement à déménager, à reloger, etc. Ou encore sur la végétalisation, c'était
on n'a pas la chance d'avoir des jardins dans nos appartements, etc. Et puis il y a des jardins partagés. Mais par contre, tout le monde ne peut pas avoir un espace, etc. Et donc, dans ces étapes d'échange et de discussion, les habitants, les jeunes, pensaient à comment on pouvait, donc sur les toits, on peut mettre en place un jardin. En fait, il y avait une capacité à repenser l'architecture et avec les jeunes et les habitants, et ça se fait de manière très naturelle. Mais ça, on le révèle, on le voit seulement quand on écoute et quand on accompagne et qu'on va rencontrer ces gens et puis nous ouvrir les portes et nous dire regardez comment on vit, regardez ma cuisine ouverte, comment je fais, et regardez, moi j'ai pas de jardin, j'ai envie d'avoir un espace vert pour pouvoir mettre en place un petit potager, pourquoi pas avoir un compost. Et ça, ce sont des problématiques qui sont clairement réelles et qui peuvent par la suite être raccrochées dans les futurs programmes, sur les futures phases de plans qui peuvent exister à prendre en considération. Complètement, c'est vraiment très, très concret. Vous voulez réagir ? Oui, moi je crois que ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est le croisement d'échelle. On est sur des programmes de renouvellement urbain, par exemple, ou de programmes métropolitains qui sont larges, qui sont à l'échelle macro, mais on peut faire le meilleur aménagement possible si la gestion et l'usage ne sont pas pris en compte en amont et pas après, on est en difficulté. Et bien vivre un espace, des îlots de fraîcheur, etc., il faut le faire dès l'amont, avec la parole des habitantes et des habitants, qui sont avant tout des locataires de nos partenaires aussi, les bailleurs sociaux, et donc c'est ce travail-là vertueux qu'il faut faire. On parlait des cuisines ouvertes tout à l'heure, on parlait aussi des logis intérieurs. Voilà, comment l'espace est vécu, il faut le vivre avec les habitants. Alors, expliquez-nous sur le travail qui a été fait à Strasbourg, à la fois sur le logement et sur le verdissement, voilà, je n'arrive pas à le dire, la désartificialisation des sols et l'eau, qui a une place centrale. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire et avec quel levier ? Oui, il y a des leviers. Globalement, il y avait l'idée de désartificialiser au maximum, de travailler tous les pieds d'immeubles, d'avoir aussi une qualité d'habiter, une qualité d'accueil. C'est-à-dire, on a à la fois besoin d'îlots de fraîcheur, mais d'avoir aussi une qualité d'accueil et d'hospitalité dans l'ensemble des quartiers pour bien y vivre. Donc ça, c'était une première chose. On avait des leviers qui étaient importants. Par exemple, un concours, celui de l'agence de l'eau Rhin et Meuse, qui a lancé comment passer l'été dans les quartiers. Nous, on s'en est saisi très fortement pour justement travailler cette question de l'eau. On a travaillé avec une AMO qui s'appelle Urban Water, Christian Piel et je ne sais plus, le deuxième, Franck Boutet, qui avait eu le lauréat du prix de l'urbanisme en 2022, en se disant, voilà, la ville, elle est déjà là. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de diagnostic, de recommandations et de propositions par rapport à l'ensemble de nos quartiers en renouvellement urbain, où on a des îlots de fraîcheur potentiels, où il y a surtout des îlots de chaleur, et comment on peut mieux gérer l'eau. Nous, ce qu'on constate, c'est que la majorité des eaux usées, et des eaux de pluie, elles vont directement dans le réseau. Donc comment est-ce qu'on travaille avec les bailleurs, avec les collectivités aussi, parce qu'on n'est pas exemplaire, sur avancer là-dessus et sur cette gestion de l'eau. Donc ça a été 4 années de travail en commun, de diagnostic et de recommandations. Aujourd'hui, par exemple, sur un quartier qui s'appelle le quartier des Écrivains, qui est à Schiltigheim, en banlieue de Strasbourg, c'est la création de plus d'1 hectare de parc dans le centre du quartier, qui sera arrosé par les eaux de la piscine d'à côté. Donc c'est comment est-ce qu'on recrée des cercles vertueux, et comment on le fait ensemble, et comment on en est porteur de façon, avec fierté de ce qu'on peut faire aussi dans le quartier. Donc il y a eu cet appel et puis après, on a eu aussi l'appel à projet quartier résilient, où avec les maîtres d'ouvrage, et je vois Ophéa qui est chez nous, qui est un bailleur social, on a pu travailler et pousser aussi sur l'enveloppe thermique, sur la végétalisation, sur du photovoltaïque, sur les terrasses aussi, et nous aussi au niveau de la ville et de l'Eurométropole sur la gestion de l'eau. Vous avez beaucoup travaillé avec les bailleurs sur le confort d'été. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu se faire à coût constant ? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est la question des moyens qui revient aussi qu'on a porté ce matin. C'est le projet et les moyens qui vont avec. Anne-Claire Mialot le disait beaucoup, le niveau d'ambition et d'engagement sur le 2e programme de renouvellement urbain, c'est pas le niveau du premier. Le premier, on a des logements qui sont requalifiés à 40 000, 50 000 euros. Aujourd'hui, c'est du 90 000, 100 000 euros. Donc quand on nous dit c'est super, les bailleurs restent à moyens constants et font mieux, non, il faut de l'argent en plus. Il faut de l'argent en plus, et c'est la condition de ce qui a été dit aussi, de la ville vivable. Notre ville, elle ne sera pas vivable, y compris dans les quartiers populaires, si on n'a pas des moyens et un projet fort pour l'ensemble des habitants, et notamment les habitants les plus vulnérables, qui ont aussi des familles, des enfants et des personnes vieillissantes qui n'ont pas la capacité de mobilité. Donc voilà, je continue. Sous quelle forme ces aides seraient les plus efficaces pour vous ? Vous avez
bénéficier pour l'instant de subventions de l'ANRU sur des projets spécifiques. Sur quartier résidence, c'était 2 millions d'euros. Sur l'agence de l'eau, on est autour de 240 000 euros. On a les projets aussi d'agriculture urbaine que vous connaissez bien. On en a 4 sur l'Eurométropole. C'est autour de 650 000 euros. Mais ce dont on a besoin, au-delà des appels à projets, c'est dommage, les ministres ne sont pas là, mais on a besoin de contractualisation longue. Parce que ça épuise ces appels à projets, ça a un effet levier très important parce que c'est mobilisateur pour les acteurs, mais il faut qu'on puisse continuer dans la confiance. Et la confiance, elle se construit dans la durée, surtout pour un sujet comme la lutte contre le réchauffement climatique, qui est une injonction sociale aussi, très fortement. Moi, j'étais étonnée ce matin de se dire les 3 priorités du CIV, c'est l'enfant, la sécurité, l'emploi, et rien sur le climat, dans nos quartiers. Florence Allot, sur cet enjeu de transformation, est-ce que les normes doivent changer, est-ce qu'elles vont changer et comment mobiliser les moyens? On sait que pour l'instant, on est au tout début des politiques publiques de transformation, d'adaptation. Alors moi, je vais évoquer ce que je peux en dire à ce stade, puis ce sont des sujets sur lesquels on travaille, qui ne sont pas tout simples, entre les logements existants, les constructions neuves, voilà, il y a beaucoup de politiques qui s'appliquent. Là, on est sur les quartiers prioritaires de la ville. En tout cas, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, on a des normes, on a des référentiels techniques qui encadrent le logement en France, mais qui permettent pas de protéger les personnes les plus vulnérables des impacts du changement climatique de manière suffisante. Et finalement, on a des aides aux ménages, des dispositifs d'aide individuels qui ne permettent pas de renforcer leur capacité de s'adapter individuellement pour pallier au manque de moyens sur l'adaptation, finalement, au niveau, ce déficit d'adaptation, pour faire face à ce déficit d'adaptation collective. Donc ça, c'est quand même un sujet qui reste. Toutefois, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des évolutions qui sont en cours pour adapter les logements aux vagues de chaleur en métropole et dans les Outre-mer. Donc, bon, je ne vais pas faire la promotion des mesures gouvernementales, mais on a un PNAC 3 donc, sur lequel on a émis un avis qui dit qu'il faut largement aller plus loin, mais qui quand même voilà, identifie des dispositifs d'aide pour les bâtiments existants, les bâtiments neufs, qui devraient permettre de mieux les protéger contre les vagues de chaleur. Et tout ça, ça doit pouvoir se traduire effectivement dans la réglementation environnementale 2020, dans la réglementation thermique, sachant que la réglementation environnementale 2020, elle prend en compte des mesures de confort d'été, elle s'applique dans toutes les constructions, mais les mesures, les normes qui sont appliquées sont celles de la vague de chaleur canicule de 2003. Donc en fait, elles ne sont pas au niveau de ce qu'on va rencontrer dès 2030. Donc là, il y a une adaptation de ces normes qui est absolument nécessaire. On a des outils qui peuvent le permettre. On a aujourd'hui cette trajectoire de référence et de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique, donc la TRAC, dont je pense Virginie Schwartz parlera demain, puisque c'est Météo France qui a élaboré cette trajectoire. Il est question que cette TRAC devienne réglementaire, qu'elle s'applique au niveau réglementaire, et dans ce cas-là, ça impliquera une mise à jour des documents de réglementation, de normes pour l'aménagement, pour l'urbanisme, et ça, ce serait un progrès qui serait vraiment, vraiment important pour que finalement les dispositifs soient mis au niveau. Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement, alors on parle d'adaptation là, donc on est vraiment sur l'idée de faire face aux vagues de chaleur et aux aspects confort d'été. Moi, je me limite un peu à ça dans ce que je dis là, mais c'est vrai que dans les plans de rénovation énergétique des bâtiments, dans les mécanismes fiscaux et financiers tels que les C2E, l'éco-PTZ, la TVA à taux réduit, alors qui s'appliquent plutôt pour des propriétaires, mais ça n'est pas intégré, ou en tout cas vraiment très à la marge. Et pour autant, on a des progrès quand même qui sont tangibles et qu'on voit apparaître avec la mobilisation de la Banque des Territoires, Action Logement, qui débloque des prêts bonifiés. Et ça, ce sont des choses intéressantes qui vont permettre effectivement d'aider à des aménagements. En revanche, nous, ce qu'on dit aussi, c'est que ces aménagements, alors, il faut faire attention à ce qu'on ne parte pas sur des dispositifs qui entraîneraient de la maladaptation. C'est-à-dire qu'à un moment, on a des dispositifs d'adaptation, on fait face au plus pressé, c'est de l'adaptation qu'on appelle incrémentale, c'est-à-dire qu'on rajoute peut-être des solutions de court terme. Bon, la climatisation est clairement un exemple assez connu et assez facile à appréhender. Mais pour aller beaucoup plus loin, il faudra avoir une réflexion, alors là, qui doit se mener dans le cadre de la mise en œuvre du PNAC, mais d'adaptation, ce qu'on appelle transformationnelle. Et c'est-à-dire que là, vraiment, on pense les projets, on pense les rénovations de manière globale, en pensant le quartier à l'échelle 2030, 2050, et au-delà, en imaginant à quoi vont être confrontés les gens et comment il faut effectivement transformer, mais dès la réflexion qu'on mène maintenant sur un projet de construction ou un projet de rénovation. Et ça, forcément, ça a un coût, mais le coût, quelque part, il est inférieur si on pense maintenant
à mettre en place les bonnes pratiques que si on se retrouve à devoir retransformer, revenir sur un aménagement dans 20 ans parce qu'en fait le quartier n'est plus vivable. Donc tout ça est très général, on a des rapports qui détaillent beaucoup plus et sur lesquels on essaye d'être plus concret aussi. Mais là, les exemples, les bonnes pratiques de terrain, ce qui peut être fait par les territoires de manière utile et intelligente, c'est très important. Donc il y a la norme, il y a la réglementation, ça a un poids forcément, parce que si on mettait une conditionnalité aux appels à projets pour l'obtention notamment de subventions ou pour certains marchés publics, l'accès à certains marchés publics, ce serait assez puissant. Il ne faut pas non plus que ça empêche l'action, parce que si on se retrouve à ne plus pouvoir rien faire, parce que finalement personne n'est capable de financer ça, c'est un problème. Donc on n'a pas dit qu'on avait de solution simple, mais ça se réfléchit collectivement et c'est important de le réfléchir maintenant. Donc ça c'est sur vraiment cet aspect confort d'été. Après il y a d'autres sujets et cela dit au passage, il y a quand même des gros bailleurs sociaux qui font des choses, qui se mobilisent notamment afin de massifier la rénovation énergétique du parc social, tenant compte du confort d'été. Et ça je pense que nous on pense en tout cas au HCC que ce sont des démarches sur lesquelles il faut pouvoir s'appuyer, qu'il faut promouvoir et en tout cas discuter et élargir largement. On a d'autres sujets pour les quartiers, notamment la végétalisation. En termes d'aménagement, c'est quand même un gros aspect, c'est un point noir dans les îlots de chaleur urbains, c'est le manque d'accès aux espaces verts. Le manque d'espaces verts et le manque d'accès aux espaces verts avec finalement quelque part une double peine, voire triple peine pour les personnes qui habitent dans ces quartiers, qui n'ont pas accès aux espaces verts, qui sont dans des logements plus petits, qui sont particulièrement exposés à la chaleur. Et donc la végétalisation, on a des normes. En fait, l'Organisation mondiale de la santé, elle recommande un ratio minimum de 12 mètres carrés d'espace vert par habitant. Absolument pas, c'est une bonne pratique, c'est pas inscrit nulle part dans les textes, ce serait peut-être bien compliqué d'ailleurs, on se retrouverait avec du contentieux à n'en plus finir. Mais aujourd'hui, on est, alors si on prend la moyenne française, c'est toujours intéressant de ressortir des chiffres, on est à 51 mètres carrés, si on prend par habitant, si on prend toute la diversité de notre manière d'habiter, mais cette surface, elle se situe seulement, d'accès donc à des espaces verts, elle est seulement de 3 mètres carrés dans les villes de faible superficie, fortement urbanisées, notamment ici, Aubervilliers, Saint-Denis. On a quand même des gros décalages. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de réglementation sur le sujet. Dans les projets d'urbanisme, c'est clairement un sujet d'adaptation à intégrer et qui pourrait l'être via la TRAC, en fait. Merci Nathalie. Jean-Paul Bertrand, je voyais que vous preniez des notes. Il y a des points en particulier auxquels vous étiez attentive. Oui, bien sûr, et notamment sur les espaces publics. C'est vrai que pour revenir sur les journées thématiques, on est avec l'Agence du renouvellement urbain dans cette force aussi de travailler ensemble, non seulement à la fois à l'habitat et avec qualité, ensemble, mais aussi les espaces publics. Et ça a été dit ce matin, comment est-ce qu'on arrive à faire de ces espaces qui sont aussi des endroits où il y a des flux, qu'ils soient quotidiens, qu'ils soient de personnes, etc., de différents âges, comment on arrive à faire des espaces extérieurs de qualité qui puissent être des parcs en cœur de quartier et partagés par toutes et par tous, où on se sente bien qu'on soit une fille, un garçon, un homme, une femme, une personne âgée ou un enfant. Et ça aussi, c'est un véritable enjeu. On est tout le temps à la croisée des chemins social et environnemental. Ce qui est terrible, c'est que le sujet arrive aussi tard, finalement. Mais il va falloir donner un gros coup d'accélérateur sans avoir des mésusages ou des... Voilà, c'est ça la difficulté. Donc il faut vraiment qu'à la fois aménageurs, ceux qui gèrent et ceux qui habitent puissent travailler ensemble. Et c'est une autre façon aussi de travailler par projet véritablement de façon sincère vers laquelle il faut avancer. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les envoyer à l'adresse mail nef@enru.fr. Est-ce que dans ce que vous entendez, Sana Saïtouli, ça vous semble un petit peu loin, un petit peu technocratique, parce que vous entendez nécessairement aujourd'hui, mais ce que vous entendez au quotidien, il y a un décalage avec ce qui est perçu de ces enjeux-là par les habitants? Oui, bien souvent, oui. Moi, ce que je dis, c'est que si on veut vraiment bouleverser vraiment les politiques publiques, il faut vraiment prendre au sérieux la question de l'écologie populaire. C'est arrêter le faire pour, mais on fait avec. Et ça, c'est vraiment important. Là, je pense qu'on doit concentrer notre énergie sur la déconstruction des logiques qui ont été réalisées depuis toutes ces années. Et c'est prendre les choses en main au vu de l'accélération du réchauffement climatique. Et c'est bon, à un moment donné, on va faire avec les classes populaires, on va faire avec les habitants, on va faire avec les citoyens. Et on le fait vraiment. Et ce serait quoi les bons espaces, du coup, pour le faire? Le premier échelon, c'est l'amicale des locataires? Pour moi, il y a l'amicale des locataires et même les amicales de
de locataires ont tellement été instrumentalisées, qu'elles soient par les politiques durant des échéances électorales et autres, que du coup les habitants n'osent même plus trop s'investir parce que du coup c'est un vivier pour les maires dans certaines villes, et donc du coup il n'y a pas de neutralité. Par contre, je pense que si on remet un peu de la confiance et on retravaille avec les gens sur les problématiques, on les écoute, on retourne, en fait, il y a dans les quartiers, dans tous les quartiers qu'on peut sillonner, il y a des associations de terrain, de quartiers qui n'ont pas de moyens, et sans moyens, ils font un travail incroyable. Nous, au quotidien, ce qu'on voit, que ce soit à Marseille, dans le quartier d'Herbel, ou au Mureau, dans le 78, ou ailleurs, il y a des associations qui sont invisibilisées, qui n'ont pas de moyens, et qui font des choses qui sont super. Et je pense que si à un moment donné, on les associe, on travaille avec eux, on les intègre, on construit, déjà, ça peut être aussi des alliés sur la programmation, sur les plans d'action qui peuvent être mis en place. Et puis, ça peut être aussi un accélérateur. Et surtout, c'est qu'on va voir du résultat et il y aura de l'impact. Moi, je pense sincèrement qu'il y a une négligence des acteurs de terrain. Je vois des amis de Roubaix qui sont dans la salle, qui font un travail incroyable sur leur territoire, dans leur quartier, et qui aujourd'hui ont sacrifié leur vie personnelle justement au service de l'histoire de leur ville, de leur quartier. Et ça, c'est à prendre en compte. C'est maintenant... et la question que j'ai envie de vous renvoyer, c'est nous, on est là, on est sur le terrain, on fait avec peu de moyens. C'est maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour justement déconstruire ça et de travailler avec les gens et d'arrêter de travailler pour les gens au service d'eux en pensant que c'est toujours descendant, etc. Et ça, c'est le message qu'on passe. Bon, des fois, on le fait avec beaucoup d'énergie, maladroitement et autres, mais c'est parce qu'on a vu nos parents partir malades. On a vu des dernières canicules 2003, le nombre de nos aînés qui sont décédés, ça a été un trauma chez nous, sans accompagnement psy derrière. Et nous, le seul truc qui nous répare, c'est le terrain, c'est d'avancer, c'est de créer. Et comme le dit souvent Ferry, c'est en fait, on s'est organisé entre gens fracassés pour réparer des choses que la société nous a imposées. Et ça, nous, aujourd'hui, notre combat, c'est de dire, ce que vous disiez encore tout à l'heure, c'est comment on fait ensemble, mais comment on le fait vraiment. Nathalie Jean-Paul Bertrand, vous avez signé une convention avec Banlieue Climat à l'échelle de Strasbourg. Oui. Ah, ça a été dur. Ils existent déjà. Ah, ça a été dur. Hein. C'est fait, c'est fait. Ça a été très dur. Hein. Ils existent déjà ces espaces où on peut faire remonter la parole des habitants sur ces questions-là, où ils sont à inventer? Alors, depuis 2020, la ville de Strasbourg notamment a fortement porté des instances de participation, on va dire, de façon volontariste et souple. C'est-à-dire que chaque quartier a sa propre forme de participation, que ce soit des tables de quartier, que ce soit des conseils citoyens, ça dépend. Et donc oui, il y a des instances de participation qui sont là, qui sont posées et qui sont possibles. Après, il faut se redire que il faut créer des continuums de participation finalement. Il y a ce qui se passe au sein des collèges, au sein des écoles, il y a les parents d'élèves, il y a les associations de locataires plus ou moins bien écoutées ou plus ou moins bien instrumentalisées. Je crois qu'on est relativement honnête chez nous là-dessus. Et puis voilà, il y a des nouveaux acteurs qui sont là. Ce qui a été très fort après les émeutes en 2023 et dans le cadre aussi du nouveau contrat de ville, ça a été la place qu'on a redonné de façon, en tout cas chez nous, très volontariste aux associations. Parce que ce sont des tiers de confiance, parce que c'est eux qui font aussi du service public de réparation, et que si on n'est pas dans ce lien-là entre collectivité, pouvoir public, associations, habitantes et habitants, on n'y arrive pas tous ensemble. Et on n'y arrive pas seul, on y arrive tous ensemble. Donc oui, ça a été important, et oui, Banlieue Climat a évidemment toute sa place. On travaille, et on le voit à la faveur du contrat de ville, il y a eu... beaucoup de diagnostics, beaucoup de paroles aussi d'habitants. On est revenu dans tous les quartiers. On a vraiment pris ce temps-là du diagnostic commun, des priorités par quartier. Et la question du climat, la question des îlots de fraîcheur, la question de faire ensemble, elle est fortement ressortie. Et on voit plusieurs initiatives aujourd'hui dont on pourra échanger plus tard, ou qu'on pourra donner sur le site de ces journées, qui ont émergé, et notamment de la part de jeunes mamans de quartier. Et voilà, il y a des choses très très fortes qui sont posées. Pour compléter en opérationnel concret, c'est ce que je peux vous apporter aussi, et une petite dédicace à Aymen, qui est un jeune de votre quartier, de Haute-Pierre, qui a un parcours incroyable, qu'on a rencontré avec toutes les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes dans nos quartiers, qui aujourd'hui est formateur au sein de Banlieue Climat, qui sillonne aujourd'hui toute la France et qui a à cœur justement de raconter son quartier avec les difficultés qu'elles peuvent avoir, et aussi qui accueille justement ce partenariat et cette
collaboration avec justement la ville, parce qu'il y a du concret, parce qu'on fait confiance. Et au départ, et c'est ce qu'il nous expliquait, on avait l'impression d'être méprisé, de ne pas être entendu. Et aujourd'hui, on est dans une étape aussi de collaboration. Et ça, c'est des choses quand on prend conscience, quand les collectivités prennent conscience qu'on travaille avec les gens et pas pour les gens, le résultat est là. Et aujourd'hui, ils dissimulent, ils passent ce message. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de promo pour Banlieue Climat, pour tous les bailleurs et les collectivités qui souhaitent collaborer avec Banlieue Climat. On est là, on souhaite justement être partout, venir former, embarquer toute une génération, les habitants, les habitantes, les gardiens d'immeubles. C'est très important, n'hésitez pas. On a toute une équipe ici qui pourra répondre à votre question. Et puis il y a une table ronde derrière, table ronde inversée, pour écouter justement les premiers concernés qui vont animer tout ça. Merci beaucoup. On va s'approcher de la fin de cette discussion. Nathalie Jean-Paul-Bertrand, vous me disiez avoir la conviction, en préparant ce débat, que ce qui se passe en termes d'adaptation au climat dans les quartiers prioritaires, ça peut être vraiment une source d'innovation, une exemplarité pour tout le monde. Il y a sans doute quelques conditions, j'imagine. À cela, le local ne peut pas tout faire tout seul. Oui, dans l'ordre, il faut un ANRU 3. Sans doute. Il faut des moyens, enfin certainement, il faut des moyens renforcés pour la politique de la ville, il faut des moyens de droit commun importants. Il faut croire que la participation, c'est un axe fort qu'il faut pratiquer sincèrement, en se disant, on a l'impression que ça prend du temps au départ, et comme ce temps-là, de la conviction, et en fait c'est un accélérateur incroyable. Parce que faire ensemble, si on pourra faire les meilleurs aménagements possibles, si la gestion faite par le bailleur ou faite par d'autres acteurs ne sont pas au niveau avec les habitantes et les habitants, eh bien alors ça ne marche pas, et c'est là qu'on perdra du temps. Donc c'est vraiment une acculturation et un portage qu'on doit renforcer ensemble, et je pense que là-dessus, on pourra faire, vraiment. Dernier mot sur l'ANRU. L'ANRU, c'est aussi l'occasion de faire ensemble sur différents aspects de la vie, que ce soit l'habitat, on a parlé des îlots de fraîcheur, que ce soit les écoles aussi, avoir des grands projets d'école. Une école, c'est aussi, quand on ouvre la cour, quand on la désartificialise, c'est aussi une place de village. C'est comment on envisage aussi nos espaces de proximité, cette réussite éducative, sociale, environnementale, on la portera avec tous les acteurs. Vous redites finalement que cette adaptation au changement climatique, elle peut se faire au service du social et en s'appuyant sur des idées qui naissent dans ces quartiers qui ne naîtraient pas forcément ailleurs? Oui, et personne n'est détenteur du droit à la ville. C'est collectivement qu'on le porte, ce droit à la ville. Donc oui, absolument. Merci beaucoup. Florence Allot, pour conclure, cet enjeu d'adaptation climatique, c'est un enjeu de cohésion sociale. Alors, ça ne va pas être facile de conclure après les termes forts là, qui ont été employés. Peut-être, moi, 2 points sur cet enjeu de participation. On voit qu'il y a l'action de territoire, il y a l'action concrète, il y a l'action que vous portez là dans les collectivités, dans les métropoles, dans les banlieues, et puis il y a la politique publique. La politique publique que du coup au Conseil pour le climat on évalue, et pour concevoir des politiques publiques qui répondent bien aux enjeux, la participation elle doit se faire aussi à ce niveau-là. C'est une préconisation, une recommandation qu'on avait fait à l'inspection générale, qu'on refait, qu'on porte également au Conseil pour le climat, de concevoir des politiques publiques en consultant, en concertant avec les personnes concernées. C'est pas simple parce qu'il faut trouver les bonnes instances de concertation, les bonnes instances de représentation, il faut consulter, il faut concerter, on voit que c'est pas facile, mais ça c'est un enjeu vraiment prioritaire. Peut-être en deuxième point, on voit qu'effectivement les impacts du changement climatique, ils sont susceptibles d'accroître des inégalités. Et ça, il faut tout faire pour lutter contre ça. Des inégalités entre des populations plus vulnérables et puis des populations qui auront les moyens de se protéger. Et laisser ces inégalités se creuser, ça, c'est un enjeu social et quelque part, alors je ne veux pas dire, mais un risque pour la cohésion sociale. Donc ça, c'est vraiment à remettre au cœur à la fois de la manière dont les politiques publiques sont conçues, que ce soit au niveau national, de la manière dont elles sont déclinées sur le territoire, parce qu'on a un vrai enjeu de cohésion sociale à accompagner tout le monde vers ce qui nous attend. Et on n'a pas trop parlé de transition, on a beaucoup parlé d'adaptation, mais on peut avoir effectivement aussi un cumul des inégalités sur les mêmes personnes qui se retrouvent finalement confrontées à ces effets directs du changement climatique, ces vagues de chaleur dans des habitats qui sont moins appropriés, et puis qui se retrouvent en plus finalement touchés par des politiques de transition.
notamment voilà, le passage à la voiture électrique, qui sont des politiques bonnes pour le climat et qui sont nécessaires d'ailleurs pour limiter le réchauffement, mais qui, si elles ne sont pas pensées justement de la bonne manière, viennent rajouter encore un facteur d'inégalité sur ces mêmes personnes. Et ça, c'est un enjeu de cohésion sociale. Et quand vous dites enjeu de cohésion sociale, c'est un risque de conflit éventuellement avec tout ce qui va derrière, locaux, voilà, et on est, ça, je pense que oui. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Vous vouliez rajouter un petit mot ? Non, c'était vraiment là-dessus sur la cohésion sociale. Ouais. On l'a vu sur la ZFE, on a eu une ZFE très volontariste et qu'il a fallu beaucoup accompagner, notamment avec l'Agence du climat. Sinon, voilà, c'était un risque de conflit aussi. Merci beaucoup à vous. On espère que des idées vont germer dans la salle et que des adhésions à Banlieue Climat vont arriver très prochainement.